Le 19e siècle en France, ce n'est pas juste une liste de dates dans un livre d'histoire. Non, c'est bien plus que ça. C'est un siècle de chaos, un vrai champ de bataille pour l'âme même de la nation. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce bras de fer permanent. La question de fond, elle est là. Comment un pays peut-il passer comme ça de la monarchie à l'Empire, puis à la République, et tout ça en moins de 100 ans? C'est un vrai puzzle, et c'est celui qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Alors, pour comprendre, il faut revenir au point de départ, 1815. Napoléon vient de subir sa défaite finale à Waterloo, c'est la fin d'une époque. Et toute l'Europe, y compris la France bien sûr, essaye de refermer la grande parenthèse ouverte par la Révolution et l'Empire. On tente un retour en arrière, une restauration de l'ordre ancien. Et pour vraiment piger ce qui se passe, il faut imaginer une sorte de gigantesque bras de fer qui va durer tout le siècle. D'un côté de la corde, on a les héritiers de la Révolution de 1789. Eux, ils tirent pour plus de liberté, pour la démocratie. Et de l'autre côté, on a les partisans de la monarchie qui tirent dans le sens de la tradition, de l'ordre établi. C'est cet affrontement-là qui va tout rythmer. Et la première manche, elle est clairement remportée par les monarchistes. C'est comme si on appuyait sur reset. On fait revenir un roi, et pas n'importe lequel, le frère de Louis XVI, celui qui a été guillotiné pendant la Révolution. Le symbole est, waouh, hyper puissant. Ok, mais une fois au pouvoir, comment ils font pour y rester? La clé, elle est dans un mot un peu technique mais super important. Le suffrage censitaire. En gros, ça veut dire que pour voter, il ne suffit pas d'être citoyen. Non, il faut être riche. Le droit de vote est directement lié à l'argent. Pour le dire encore plus simplement, c'est le pouvoir par l'argent. Si seuls ceux qui payent un certain niveau d'impôt, le fameux cens, peuvent voter, eh bien l'élite économique et politique s'assure de garder le contrôle total. C'est un système verrouillé. Sauf que l'esprit de la Révolution, lui, il n'a pas disparu, loin de là. Il est juste en sommeil. Et après plusieurs décennies de ce régime des riches, la marmite commence à bouillir. La tension monte, et dans notre bras de fer, le camp républicain se remet à tirer sur la corde, et cette fois avec une sacrée force. Et paf, 1848, tout bascule à nouveau. Une nouvelle révolution explose à Paris. Le roi est obligé de fuir et la République est proclamée. C'est la Deuxième République. On a l'impression que, cette fois, le camp de la démocratie a enfin gagné la partie. Et là, c'est une avancée démocratique immense. Fini le suffrage censitaire. C'est le suffrage universel masculin. Attention. Désormais, tous les hommes peuvent voter, qu'ils soient riches ou pauvres. C'est un pas de géant, même s'il faut bien le souligner, les femmes, elles, en sont toujours exclues. Le problème, c'est que cette république va être un feu de paille. Elle va durer très très peu de temps. Pourquoi ? À cause d'un seul homme, qui porte un nom de famille extrêmement célèbre et qui va, une fois de plus, changer complètement la donne. Regardez un peu cette chronologie, c'est fou. De 1815 à 1848, on a une monarchie. En 1848, hop, une république. Et à peine 3 ans plus tard, en 1851, hop, un empire. C'est un tourbillon. L'instabilité politique est à son comble. Et cet homme, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, le neveu de l'autre, de Napoléon Ier. Il avait été élu président de cette jeune république. Mais visiblement, un seul mandat, ça ne lui suffisait pas. Alors en 1851, il décide de garder le pouvoir, mais par la force. Il organise un coup d'État. C'est la fin de la République. Et pour faire accepter son coup de force, il a une méthode bien à lui, le plébiscite. C'est quoi ? En gros, il pose une question directement à toute la population, et la seule réponse possible, c'est oui ou non. C'est une sorte de démocratie directe, mais on va le voir, c'est aussi très très facile à manipuler. C'est là que ça devient fascinant et un peu tordu. On utilise un outil démocratique, le vote, pour valider un acte antidémocratique, le coup d'État. La question qui se pose est évidente. Est-ce qu'un vote est vraiment libre quand la seule question qu'on pose, c'est en gros « Êtes-vous d'accord avec moi ?» et que toute la propagande pousse pour le oui. Pas si sûr. Bon, cet empire, le Second Empire, il a l'air solide. Il va même durer près de 20 ans. Mais il va s'effondrer de manière aussi rapide que spectaculaire. Et c'est ce qui va ouvrir la voie à une nouvelle république, et cette fois, attention, c'est celle qui va durer. Mais ses débuts, ça va être tout sauf simple. Le point de rupture, c'est la guerre. En 1870, Napoléon III se lance dans une guerre contre la Prusse, qui est en train de devenir la grande puissance en Europe. C'est une très mauvaise idée. La défaite française est totale, rapide, humiliante. L'empereur est fait prisonnier, et son régime s'effondre comme un château de cartes. Et dans ce vide, dans ce chaos de la défaite, que se passe-t-il à Paris ?
eh bien la République est proclamée. C'est la naissance de la Troisième République. Mais attention, elle naît dans la douleur. Le prix de la défaite est terrible. La France perd 2 de ses régions, l'Alsace et la Lorraine, qui sont annexées par la Nouvelle-Allemagne. Et le plus fou, c'est que le bras de fer n'est toujours pas terminé. On proclame la République, mais qui gagne les premières élections? Les monarchistes. C'est incroyable. Ils sont majoritaires à l'Assemblée et ils n'ont qu'une idée en tête: trouver un nouveau roi pour la France. La République est née, mais elle pourrait mourir aussitôt. Sauf que le camp républicain, il ne va pas se laisser faire, il a perdu une bataille, mais pas la guerre. Petit à petit, ils vont grignoter du terrain, prendre le contrôle, et finalement ce sont eux qui vont poser les fondations de la France moderne, celle qu'on connaît encore aujourd'hui. Le vrai tournant, le moment où tout bascule pour de bon, c'est 1876. Là, aux élections, les Républicains obtiennent une victoire écrasante. C'est clair, c'est net. Cette fois, le bras de fer penche définitivement de leur côté. Ils ont enfin les cartes en main pour construire la France qu'ils veulent. Et ils ne vont pas traîner, ils vont voter une série de grandes lois qui vont vraiment cimenter la République. Par exemple, la liberté de la presse, essentielle pour le débat. Et surtout, la grande loi sur l'école. Elle devient gratuite, laïque et obligatoire. L'idée, c'est de former des citoyens, pas des sujets, et de leur donner les outils pour penser par eux-mêmes. Mais il y a un autre adversaire majeur pour la République, l'Église catholique. Faut bien comprendre que pendant tout le siècle, l'Église a été le principal soutien de la monarchie. Pour que la République puisse s'installer durablement, il fallait donc absolument réduire l'influence de l'Église sur la société, sur l'école, sur l'État. Et l'apogée de ce combat, c'est une date clé, 1905. C'est là qu'est votée la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. C'est un moment fondateur. À partir de là, l'État devient neutre en matière de religion. Il ne finance et ne reconnaît aucun culte. C'est la naissance de ce qu'on appelle la laïcité à la française. Et voilà comment, après un siècle entier de conflits, de révolutions, de coups d'État, après ce long, très long bras de fer, la République française moderne a fini par s'imposer. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Aujourd'hui, quels sont les grands combats d'idées qui sont en train, sous nos yeux, de forger les nations de demain ?